bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, mais il ne suffirait pas simplement à vous présenter comme entrepreneur en développement industriel, mais c'est dire que vous êtes reconverti aujourd'hui dans les affaires et ce n'est pas un vilain mot quand même dans le monde du business, il faut le préciser. Vous êtes surtout un ancien de la Banque mondiale, de l'OCDE, entre autres institutions, où vous avez eu à officier. Vous êtes sorti du système et ce n'est pas superflu aussi de le dire, puisque vous en êtes sorti de vous-même, ce qui est assez rare, bien entendu. Vous êtes donc bien placé pour nous dire pourquoi, dans nos pays, on a toujours l'impression que les experts de la Banque mondiale, des institutions de Bretton Woods, ne parlent pas forcément le langage de nos États, tant le fossé est grand entre les recommandations et le constat empirique de la situation réelle de nos pays. En fait, vous avez répondu à la question. Lorsque vous pouvez qualifier quelqu'un d'expert qui ne connaît pas la réalité sur laquelle il travaille, qu'est-ce qui fait de lui un expert? Un expert, c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des outils d'analyse, des outils conceptuels qui lui permettent d'analyser une situation et de monter des réponses, de les institutionnaliser et de les livrer. Alors dès l'instant que vous considérez qu'ils ne sont pas capables de faire ça parce qu'ils parlent un langage différent, vous ne pouvez pas les qualifier d'experts. La véritable expertise se trouve dans nos pays. C'est des gens comme vous, c'est des gens comme d'autres qui ont la capacité de voir les problèmes qui nous sont posés et être capables de poser des questions de telle manière à ce qu'on puisse formuler des réponses qui correspondent à la recherche de solutions. Mais il semble avoir des agrégages à partir desquels les études, les recommandations sont faites. C'est ça le problème. Pourquoi il y a un décalage entre ces éléments de mesure et la situation réelle? Gaston Bachelard disait que l'esprit scientifique a l'âge de ses instruments de mesure. Quelqu'un d'autre disait aussi qu'une société ne se pose que les problèmes qu'elle peut résoudre. La grande question, c'est qu'ils ont développé des outils bureaucratisés de manière à ce que ce soit la même pointure de chaussure qu'ils servent à tout le monde. Et c'est ça le gros problème dans une bureaucratie. Une bureaucratie n'a pas de souplesse, elle n'est pas capable elle n'a pas capable de trouver des solutions, elle doit avoir des solutions toutes faites qu'elle sert à tout le monde. Et c'est la raison pour laquelle je crois de plus en plus qu'une institution ne peut pas faire du développement. Parce que le développement doit travailler sur des réalités qui sont mouvantes et contradictoires. Il doit y avoir une capacité d'agilité, une capacité d'adaptation. Or, les institutions, elles sont bâties pour résister au changement. Elles sont bâties pour dire le nombre de trains qui arrivent à l'heure et le nombre de trains qui sont en retard. Mais vous n'êtes pas en train de les disqualifier quand même pour les programmes de développement mis en place dans beaucoup de pays en développement. On dit aujourd'hui des pays émergents ou en voie d'être émergents. Vous ne disqualifiez pas ces institutions qui accompagnent les politiques publiques. Je ne les disqualifie pas. Elles se disqualifient elles-mêmes dès l'instant qu'elles ne sont pas capables de venir dialoguer avec un pays sur la base d'une analyse qui est faite par les experts de ce pays, les experts de ce gouvernement, et pour une situation pour laquelle ces gouvernements et leurs experts leur disent voilà les solutions que nous avons imaginées pour nos pays et comment vous pouvez les financer. Parce que ces institutions ne sont pas inutiles, elles nous appartiennent. La Banque mondiale travaille avec l'argent du contribuable international. J'ai participé par exemple à une conférence la semaine dernière ici à Dakar, où j'ai découvert que, outre l'argent de la Banque mondiale, même l'argent de la Commission européenne, que la Commission donne aux ACP, les ACP disent qu'ils n'ont pas la capacité et ils doivent filer l'argent au Centre du commerce international, à la Banque mondiale et à l'ONUDI, toute organisation que je connais très bien, j'ai même été expert international conseiller à l'ONUDI. Mais si vous confiez l'initiative, la programmation et l'action à une institution bureaucratique qui justifie sa raison d'être en ayant de l'argent qui lui permette de payer ses fonctionnaires, mais la plus belle femme du monde ne peut vous offrir que ce qu'elle a. Alors, résultat, dans l'aide internationale, on va dire que les ACP ont reçu de la Commission européenne tant d'argent, la Commission l'a confié aux mêmes gens dont les programmes ont fabriqué la pauvreté d'une certaine manière. Et comment voulez-vous que ces gens qui reçoivent ces ressources ne se battent pas bec et ongle pour les conserver? Donc ce n'est pas une question de disqualification, c'est une question où les gens
ne sont pas en train de faire ce qu'ils devraient faire pour faire le développement. Je ne peux pas les blâmer parce que chaque personne a envie de garder son turf, de gérer son domaine. Mais c'est à nous de savoir, depuis les années 80, où ces institutions interviennent chez nous, quel est le bilan de l'action. Est-ce que vous avez vu un seul pays dont on dit que la Banque mondiale l'a développé? Vous êtes quand même sévère dans votre crise. Est-ce que la solution, c'est ce qu'on a fait par exemple au Ghana, le président Nana Akufo-Addo qui dit, bon, laissez-nous pendant quelques années nous passer de l'aide au développement, de l'aide de la Banque mondiale, du FMI et des autres. Est-ce que c'est probant? Disons, je vais rectifier quelque chose. Nana Akufo-Addo est un des héritiers de John Kufuor. C'est le même parti. Du Ghana. Ghana. Quand moi je travaillais sur le Ghana, où nous avons introduit les premiers programmes de développement industriel que la Banque mondiale a jamais fait. Parce que la Banque mondiale n'avait pas d'expertise dans le développement industriel. L'un des gros problèmes qui était posé au Ghana, c'était de voir comment le gouvernement pouvait avoir l'initiative, la programmation, l'action et la mise en œuvre, et le suivi et évaluation, alors que le pays pouvait être sous camisole de force pour des questions budgétaires. J'étais en première ligne dans cette affaire-là. Je me souviens d'ailleurs, quand on a décidé de développer les parcs industriels dont on connaît le succès aujourd'hui, et ce programme qui a créé 305 000 emplois, a mené 12,8 milliards de dollars d'investissement direct étranger en n'utilisant que 50 millions de la banque, c'était une grosse bagarre où on avait décidé qu'il fallait qu'on subventionne le coût de l'énergie. Moi, j'étais Task Team Leader, je soutenais cela. La banque a dû dépêcher un vice-président, Michael Klein, qui était vice-président développement du secteur privé, le patron de mon patron. Michel Wamser, qui était à l'époque mon patron, directeur de finances infrastructure. Il y avait, paix à son âme, Gobin Nankani, qui était vice-président de la région Afrique. Et toute une cohorte de gens qui devaient venir convaincre le président Kufuor d'appliquer la vérité des prix et de ne pas permettre qu'on subventionne l'électricité alors qu'il avait un programme de développement industriel. Le plus gros plaisir que j'ai eu, c'est de voir John Kufuor leur remonter les bretelles d'une manière scientifique avec une élaboration de choses qui étaient préparées par des experts qu'il a servi. Et ces gens sont retournés à Washington la queue basse. Et de cette épreuve est née la faculté qu'on avait de me dire, bon, maintenant, il faut qu'on trouve des solutions pour voir ce que tu veux faire. Alors, je me souviens encore, le John Kufuor me dit, Pape, moi, tes programmes pour développer l'industrie, je veux, mais c'est ton institution qui s'y oppose. Tu as vu la bagarre qu'on a menée pour décider nous-mêmes, gouvernement du Ghana, qu'on va subventionner l'énergie, parce qu'en subventionnant l'énergie, nous créons des chaînes de valeur qui utilisent l'énergie pour créer d'autres types de programmes et faire une propagation de valeur ajoutée dans tout l'espace. Mais vous savez ce qu'on vous dit, ou ce que vous dites, nous, les experts, en général, on dit, ça creuse les déficits et c'est trop lourd sur le budget de l'État comme de subventionner et d'être encore un État presque un État keynésien. J'ai entendu le président Macky Sall répondre sur cette question et j'ai dit bravo. Il n'y a pas un seul pays qui peut se développer ou une seule entreprise sans s'endetter. La question, c'est la qualité de l'endettement et la qualité de l'investissement qui est financé par cet endettement. Si vous êtes capable de lever des fonds publics, comme nous l'avons fait au Ghana, 50 millions de dollars, pour générer 12,8 milliards de dollars d'investissement direct étranger, mais ça, c'est un endettement formidable, c'est un endettement intelligent. Alors, pour vous répondre à votre question sur un aspect, quand nous avons voulu lancer ce programme, le Ghana Trade and Investment Gateway, John me dit, fiston, le problème c'est ton institution, parce que tu travailles avec le Ghana Investment Promotion Council, qui sont des fonctionnaires, leur salaire c'est 100 $, comment voulez-vous motiver des gens, les payer 100 $ et demander que ces gens vous amènent des milliards de dollars d'investissement? Et je dis, c'est quoi le problème? Ils disent parce qu'ils surveillent notre masse salariale. Je dis, mais tonton, il n'y a pas de problème. Laisse-leur compter le nombre de trains qui arrivent à l'heure du bilan budgétaire. Mais nous allons monter un système qui fait que les fonctionnaires ont toujours leur salaire que leur paye l'État, mais on va créer une situation qui les motive en ayant des commissions
lorsqu'ils amènent des programmes d'investissement. Il me dit c'est possible, je dis mais c'est la loi ghanéenne qui est souveraine, qu'est-ce qui s'y oppose? Et on a réformé tous les protocoles de travail et tous les Ghanéens qui étaient à Londres, qui étaient ailleurs, sont rentrés parce qu'ils ont amené des investisseurs. Mais à ce moment, nous avons aussi établi un système de dialogue qui a créé le processus du dialogue, le contenu du dialogue sur les politiques, y compris la planification stratégique des investissements dans les infrastructures, pour faire en sorte que ces infrastructures fassent émerger des opportunités économiques et qu'on amène le secteur privé à les réaliser. J'appelle cela l'économie du développement. Mais si John Kufuor, qui a été le premier à dire, si vous voulez nous empêcher de faire ça, retenez vos 100 millions de dollars ou vos 150 millions de dollars, le Ghana ne serait pas arrivé là où il est. Quand vous dites secteur privé, vous parlez bien du secteur privé local. Non, moi je pense secteur privé international. Moi je suis quelqu'un de cosmopolite. Moi je ne connais ni la race, je ne connais ni l'ethnie, je ne connais pas le pays. Je pense que nous sommes tous des enfants d'Adam et Ève. Et je crois aussi une chose, mieux vaut être plusieurs sur une bonne affaire au lieu d'être seul sur une mauvaise affaire. Nous avons besoin de notre secteur privé national, nous avons besoin du secteur privé international. La grande question, c'est de savoir qu'est-ce que la conjugaison du travail entre le secteur privé, les secteurs privés nationaux, internationaux et le gouvernement peut amener à nos peuples. Comment faire en sorte qu'il y ait le maximum de gens, hommes, femmes, qui participent au maximum d'activités économiques auxquelles elles attachent de la valeur. C'est le rôle d'un gouvernement de le faire. Donc je ne suis pas dans la logique. Figurez-vous que souvent la critique qui est faite, c'est que les chiffres de la croissance annoncés, de 6, 7, parfois 8%, c'est une croissance qui est travestie puisque tirée par le secteur privé international alors que les privés nationaux n'arrivent pas à être dans la concurrence du secteur privé international. Comment faire pour inverser la tendance pour que l'économie soit tirée par le secteur privé national? Pour ça, d'abord, on ne peut pas... Moi, je suis toujours étonné quand j'entends... Je ne veux pas citer de secteur privé national pour stigmatiser, parce que mon rôle, c'est toujours de rassembler. Il y a des choses que je vois, sur lesquelles je peux émettre des opinions, mais ces opinions peuvent être contre-productives par rapport à l'objectif de rassemblement que nous visons. Notre secteur privé en Afrique doit cesser de se comporter en des officines de lobbying. Un secteur privé digne de ce nom doit être capable de faire des analyses sectorielles, de dire au gouvernement, dans ce secteur-là, il y a un potentiel de transformer les lignes de production dormantes en chaînes de valeur ajoutée intégrées, parce que c'est là que l'on crée de la croissance inclusive, et de dire au gouvernement, pour que nous, secteur privé, nous puissions faire cela, il faut que vous fassiez votre part du travail en matière de planification des infrastructures, en matière de nettoiement ou d'adaptation du climat des affaires, en matière de formation, de vocational training, et venir poser ça sur la table avec le gouvernement pour dire maintenant, c'est ça qu'il nous faut. C'est à ce moment-là, vous passez à la deuxième phase de dire, bon, qu'est-ce que ça coûte, comment on peut le financer et qu'est-ce que ça peut rapporter. Chaîne de valeur, ça semble le nouveau concept, bien sûr, vers lequel tout le monde s'oriente et qu'on semble presque découvrir aujourd'hui, alors qu'on a toujours été dans la chaîne de transformation de ce qui fait le fondement de notre économie, de la transformation des produits agricoles, halieutiques et autres, sauf que ça n'a jamais été à un niveau industriel. Est-ce que c'est l'avenir de la croissance endogène? Ça a été le passé, c'est le présent, ça doit être l'avenir. Je vais vous donner un exemple frappant que j'ai décrit dans le livre, dans mon premier livre à grand succès qui s'appelle Stratégie d'interface, intégration économique et développement, où la première fois la notion de chaîne de valeur est apparue. Après, ça a été bureaucratisé, galvaudé, on l'a mélangé et beaucoup de gens qui en parlent ne savent pas ce que ça veut dire. Je vous donne un exemple. Dans ce même pays, le Sénégal, nous avions l'ONCAD. L'ONCAD, c'était l'Office national de développement et d'assistance dans le monde rural. L'ONCAD était un maillon essentiel de la chaîne de maîtrise des opérations qui lie l'agriculture à l'industrie. L'ONCAD avait la responsabilité d'organiser les collectivités paysannes, donner des possibilités de stockage, assurer la chaîne logistique, assurer la commercialisation. Je le sais parce qu'un de mes grands-pères, Doudou Sarr, a été l'un des directeurs de l'ONCAD. Et le problème qu'on a eu à l'époque,
c'est que l'ONCAD s'est bureaucratisé et l'ONCAD a commencé à entretenir une caste de fonctionnaires, ce qui fait que l'ONCAD ponctionnait l'argent chez les paysans et comme l'ONCAD revendait l'arachide au prix du marché que l'ONCAD ne pouvait pas décider, pour faire vivre la bureaucratie de l'ONCAD, il fallait presser les prix aux producteurs, ce qui créait déjà une certaine forme de fabrique de pauvreté. Et l'ONCAD était tellement endetté comme structure publique à l'instar d'autres structures publiques que l'ajustement structurel est venu. Mais quand l'ajustement structurel est venu, qu'est-ce qu'ont fait les fonctionnaires de la Banque mondiale et du Fonds? Il y avait ajustement structurel, on dit que ça, mais il y avait stabilisation aussi. Ils ont pris leur feuille de calcul pour dire que pour assister le Sénégal à aménager ou nettoyer sa situation budgétaire, il faut couper ceci, privatiser ceci, privatiser. Donc ils ont démantelé la structure d'interface que représentait l'ONCAD. La même chose s'est appliquée avec la CERAS. Quand la CERAS est intervenue dans le secteur, les Peuls ont arrêté de faire l'élevage. Le Bata, qui devait s'approvisionner en cuir, a commencé à importer du cuir d'Italie. Ucolé, qui était à Saint-Louis, a fermé parce que la structure était devenue une structure néfaste, contraire à sa mission. Et vous avez là un schéma de fabrication de la pauvreté, où un tissu économique a été intégré. Les premières années qui ont suivi l'indépendance, le Sénégal avait une véritable politique de développement économique. L'économie était intégrée, elle était transparente. Mais qu'est-ce que les experts de Washington ont poussé le gouvernement à faire? Jeter le bébé avec l'eau du bain. Donc, ce que vous dites là, c'est ça le bon sens. Pourquoi aujourd'hui, en France, ils ont des problèmes, les gilets jaunes sont dehors et tout? Dans mon article dans Le Point, où je dis arrêter la fabrique de pauvreté, ou l'autre article, l'interview qui disait des institutions dévoyées ont fabriqué la pauvreté, je rappelais que dans mon livre Stratégie d'interface, je disais que le sous-développement n'est pas une affaire de chiffres, de croissance. C'est une affaire de structure. Vous avez des structures de sous-développement qui sont supérieures aux structures de développement. C'est comme un cancer. Ce cancer métastase dans tout l'organisme. Et je disais que les prochaines victimes, c'est l'Italie, c'est l'Espagne, c'est les Sud-Européens comme la France. Et aujourd'hui, vous avez 15% de pauvres en France. Parce que la France, à l'instar du Sénégal, à l'instar d'autres pays, ont délégué leur politique économique à des fonctionnaires qui ne sont pas élus, qui sont apathiques et qui travaillent simplement avec des feuilles de calcul, coupent sur les budgets. Alors donc, le président Macky Sall a raison, et je le prendrai au mot là-dessus, de dire qu'il n'y a pas un seul pays qui ne se développe pas en s'endettant. Ce que j'aimerais qu'on discute, c'est quel type d'endettement nous devons faire en partenariat stratégique sur les chaînes de valeur pour faire en sorte que notre pays réveille son véritable potentiel et renoue avec la politique économique d'avant 1980. Une toute dernière chose, votre dada, c'est le développement industriel, c'est une reconversion. Au Sénégal, on parle là plus de reconstruction du tissu industriel, tant le tissu est dissolu aujourd'hui. Mais comment faire renaître l'industrie quand on n'a pas le tissu intermédiaire, c'est-à-dire qui fait l'interface entre le producteur et la grande industrie? Est-ce qu'il ne faut pas commencer par là, ces pôles intermédiaires? Mais vous répondez à la question. Un système économique, c'est comme le corps humain, où tous les éléments sont importants. Le cerveau a une fonction, le cœur a une fonction, les poumons ont des fonctions, les reins ont des fonctions, les cartilages, et tout ça, regardez cela comme un système économique. Et regardez le cœur, le foie, et tout ça comme des pôles. Donc vous avez une centralité, ou plutôt une dispersion de places centrales dans l'économie, qui sont des pôles économiques, qui attirent naturellement, qui ont des capacités de polarisation qui attirent les gens, mais qui doivent aussi diffuser des opportunités économiques. Et ces pôles doivent être liés entre eux par des liens institutionnels et physiques, dépendant de la nature des chaînes de valeur que vous construisez. Donc quand vous avez cela, vous avez un système maintenant dans lequel les gens veulent venir se brancher. C'est comme si vous distribuez l'électricité ici ou l'eau. Vous faites toute l'infrastructure, mais celui qui va venir fournir l'eau ou l'électricité, lui, il sait où est-ce qu'il va se brancher. Ça, c'est l'investisseur. Donc, reconstruire le développement industriel, ce n'est pas un calcul pour venir nous dire si vous voulez investir dans des pôles de croissance intégrés ou dans des chaînes logistiques
vous ne pouvez pas vous endetter parce que la capacité de l'endettement du Sénégal est limitée. C'est pour ça que j'étais content quand j'ai entendu Macky dire que l'endettement, il ne faut pas qu'on nous casse les pieds avec ça, ça dépend comment nous faisons l'endettement. Et là, je suis certain que des gens comme vous, d'autres personnes, doivent se mettre en place maintenant, utiliser leurs connaissances pour aider ce gouvernement à se doter d'une capacité de programmation, d'analyse qui lui permette de converser avec les bailleurs de fonds d'une manière efficace. On me présente souvent comme quelqu'un qui est anti-institution, ce n'est pas vrai. J'ai été quelqu'un qui a été le porteur de la mauvaise nouvelle en disant que le multilatéralisme dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui produit les germes de sa propre destruction. Et le président Macron m'a encore donné avant-hier raison. Et il m'avait donné déjà raison avant en décidant de supprimer l'ENA. Parce que ça fabrique des monstres bureaucratiques. Ça fabrique les fonctionnaires. Voilà. Pape Demba Thiam, merci. Merci pour vos éclairages et surtout d'avoir été avec nous pour parler économie et prospective économique. Nous nous retrouvons très prochainement dans notre rubrique Le Café Sec.